Bonjour, bonjour à toutes et à tous sur Radio Cyclo. Eh bien, nous prenons l'antenne aujourd'hui. Nous avons un invité de marque et nous allons évidemment parler vélo. Bonjour Olivier Schneider, président de la FUB. Bonjour Jérôme. Et avec moi, pour m'accompagner, Priscilla Petitjean de Lyon et Athénaïs Delimé de Paris, banlieue parisienne, qui sont évidemment chroniqueuses sur Radio Cyclo et qui vont m'aider à en savoir un petit peu plus. Alors, on voulait aborder avec Olivier la partie vélo dans le cadre du confinement, puisque un référé a été déposé auprès du Conseil d'État très récemment. On attend la réponse par rapport à l'utilisation du vélo pendant le confinement. Et puis, dans 2 semaines et demie ou 3 semaines, quand ça va se terminer, quelle sera la place du vélo dans le cadre du déconfinement? J'ai l'impression que ça sera un rôle majeur. Le vélo aura un rôle majeur dans le déconfinement. C'est un peu ça, Olivier. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du référé que vous avez déposé et pourquoi ce référé? Parce que normalement, tout était naturellement pour une bonne utilisation du vélo pendant le confinement. Alors, je vais commencer par le fond et ensuite je vais vous dire où on en est de la procédure. Donc, depuis un mois, plus d'un mois maintenant de confinement, on a observé que non seulement l'usage du vélo n'était pas recommandé par les autorités alors qu'il l'est dans de nombreux autres pays, y compris sans aller très loin en Belgique, en Allemagne. Et par ailleurs, on a constaté qu'il y avait aussi des problèmes qui étaient les clôtures des aménagements cyclables. Au début, quand on partait sur 2 semaines de confinement, on s'est dit l'important c'est de sécuriser les déplacements utilitaires, qu'il n'y ait pas des gens qui vont au travail, qui vont faire leurs courses, qu'on verbalise ou qu'on leur reproche de se déplacer à vélo alors que c'est leur mode habituel. Et donc, tout simplement, premièrement, c'est leur choix, et deuxièmement, parfois, ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas de voiture ou ils n'ont pas de ligne de transport en commun qui les arrange. D'ailleurs, actuellement, c'est plutôt conseillé, je pense, pour celles et ceux qui peuvent l'éviter, d'éviter de trop prendre les transports en commun. Et donc, on a fait un premier communiqué de presse pour dire que restez chez vous, mais pour les déplacements indispensables, préférez le vélo. En parallèle, le ministère des Sports et notamment la Fédération française de cyclisme et de tourisme ont indiqué que la pratique du vélo était suspendue jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, il fallait lire dans le cadre des activités qu'organisent les fédérations. Le problème, c'est que comme la ministre Roxana Maracineanu a dit également des messages, on est chez soi, ça veut dire chez soi, et donc le Twitter notamment du ministère des Sports a dit que non, le vélo, alors à la limite, si on n'avait vraiment pas le choix pour le domicile travail ou pour les courses, mais absolument pas pour les autres motifs, et de toute façon le vélo faut arrêter. Nous on s'est dit on va regarder quand même à la source le décret, et il se trouve que le décret il ne parle que d'une chose, c'est quels sont les motifs de déplacement autorisés. Est-ce qu'on parle du décret du 15 avril? Non, on parle de celui il y en avait deux, les 16 et 23 mars. Bon, je sais pas si le 15 avril ça a encore été modifié, mais en tout cas, les différents décrets parlaient vraiment des motifs de sortie, mais ne parlaient pas des modes. C'est-à-dire que dans l'absolu, si votre mode pertinent c'est le canoë-kayak, en tout cas le décret ne dit rien dessus. Et autant il est saugrenu pour la majorité des gens de vouloir prendre le canoë-kayak, et je n'ai rien contre le canoë-kayak, autant le vélo c'est quand même pertinent de manière relativement récurrente. Et donc on a commencé à recevoir des signaux comme quoi des cyclistes étaient verbalisés, et puis verbalisés, rappelons-le, à 135 €, c'est pas une petite amende de quelques euros. Et donc pour mesurer l'ampleur du phénomène, nous avons lancé un questionnaire en ligne. On a reçu plus de 1000 signalements, et ça a été, d'après les dires de nos interlocuteurs, remonté en cellule interministérielle de crise. Néanmoins, on continue à recevoir 50 ou 20 signalements par jour qui montraient que les gens étaient verbalisés, et c'est rajouté au fur et à mesure un phénomène qui était la fermeture d'itinéraires cyclables sous la forme,
En gros, tant qu'on est en ville, ça va, mais dès qu'on est sur des chemins de halage ou d'ailleurs en ville, il y a aussi le cas, par exemple, de la promenade des Anglais à Nice. Le vélo était tellement assimilé par les préfets ou par certains maires à une infrastructure de loisirs que, en gros, c'était comme une piscine quand on la ferme parce qu'on est en période de Covid, en négligeant le fait que certaines et certains l'utilisent tous les jours pour se déplacer et que fermer un chemin de halage ou un canal, c'est renvoyer les cyclistes qui ont un motif légitime pour se déplacer sur la nationale. Or, sur la nationale, il n'y a pas d'infrastructure cyclable, il y a beaucoup moins de voitures que d'habitude, donc les rares voitures qui sont là vont plus vite, parce que on sait aussi tous que les forces de l'ordre, actuellement, elles contrôlent plutôt les attestations dérogatoires de sortie que les vitesses. Je pense qu'on a tous constaté que les rares voitures qu'on croise, peut-être pas en milieu très urbain, mais dès qu'on sort un tout petit peu de la ville, on les voit rouler beaucoup plus vite, donc il y a un réel danger. Et donc nous, voyant que nos tentatives amiables successives de remonter des alertes ne fonctionnaient pas, on a décidé d'accepter la proposition d'un avocat qui nous a contacté spontanément, Maître Antoine Brassy, qui nous a dit, écoutez, moi je vois ce qui se passe, je trouve ça scandaleux, je vous propose de faire un référé liberté. Donc un référé liberté, c'est une requête auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a deux rôles, c'est la plus haute juridiction administrative, mais c'est aussi celle qui conseille l'État, comme son nom l'indique, notamment pour donner des avis sur des projets de loi ou autres. Et donc, nous, dans notre mémoire, dans notre requête, on explique qu'il y a deux libertés fondamentales qui sont gravement atteintes. Faire un référé, c'est une procédure d'urgence. Il faut montrer qu'il y a le côté urgent. Et donc, on explique qu'il y a d'une part la liberté d'aller et venir, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui, objectivement, le vélo est leur seul moyen de transport pertinent, et c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il ne faut plus bouger du tout, notamment pour les besoins essentiels autorisés. Et deuxièmement, il y a une deuxième liberté qui est la légalité des peines. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui, en lisant le décret, constater que rien n'est mentionné sur le vélo et accepter que quelqu'un soit verbalisé. On a déposé ce référé la nuit du 20 au 21 avril. En général, les référés sont jugés sous 48 heures, mais compte tenu du contexte actuel, le Conseil d'État reçoit au moins le triple de requêtes par rapport à son mode habituel. Et donc, l'État avait jusqu'au 24 avril, 14 heures pour déposer ses mémoires en défense. Un seul des ministères concernés en a déposé un, c'est le ministère de l'Intérieur. Et la bonne nouvelle, parce que je ne connais toujours pas le résultat que va rendre le Conseil d'État, mais la bonne nouvelle, c'est que finalement le ministère de l'Intérieur confirme que la FUB avait raison sur le fait que le vélo est autorisé pour tous les motifs, y compris d'ailleurs pour le motif d'activité physique, condition que ce soit moins d'1 heure par jour et dans un périmètre d'1 kilomètre. Dans un référé, il faut demander des choses très concrètes. Donc on demande une circulaire qui précise que le vélo est autorisé. Le ministère de l'Intérieur dit il n'y a pas d'objet de faire une telle circulaire vu que il n'y a eu jamais la moindre ambiguïté d'après le ministère de l'Intérieur sur l'autorisation de faire du vélo. Donc c'est un vrai problème, d'application sur le terrain. Je pense que, nous d'ailleurs, si on avait eu une prise de parole très forte, par exemple une prise de parole commune entre le ministère des Transports et le ministère de l'Intérieur, nous on aurait retiré notre requête. On ne faisait pas une requête pour la gagner, on faisait pour faire bouger les choses. Et donc pour nous c'est important que d'une part évidemment tout le monde reste responsable et personne en effet ne détourne les motifs, mais aussi que les préfets et les maires et les membres des forces de l'ordre aient la même lecture que celle qui est du ministère de l'Intérieur. Alors, Athénaïs, tu avais une question. J'ai interviewé il y a 15 jours Nina Gouze à l'initiative des vélos pour l'hosto, donc l'initiative des cyclistes qui prêtent leur vélo à des soignants ou à tout le personnel hospitalier et les soignants qui, au contraire, eux, n'ont pas l'habitude de rouler en vélo mais veulent pouvoir se déplacer plus facilement, plus rapidement. On est d'accord que… Est-ce que vous avez eu des remontées de soignants qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre justement sur des trajets en vélo, sur des trajets de leur déplacement nécessaires et indispensables ? Alors heureusement non, nous n'avons pas eu ce genre de remontée. On a eu par contre des remontées
de soignantes et de soignants qui se sont fait dérober des vélos pendant qu'ils travaillaient à l'hôpital. Et d'ailleurs, je dois préciser que la plus porteuse du projet que Nina Gouz a lancé et que le ministre Olivier Véran nous a adressé un courrier en début de semaine signé de sa main pour nous remercier de cette initiative-là. C'était une raison de plus pour nous de nous rebeller parce qu'on ne peut pas d'un côté recevoir un courrier ministre qui dit merci pour cette extraordinaire initiative qui permet aux soignants de se déplacer à vélo et voir au quotidien qu'il y a des gens qui se déplacent à vélo et qui perçoivent à ce titre des verbalisations. Mais en effet, jusqu'à présent, on n'a pas eu cette remontée-là. Alors après, les gens font des témoignages. J'allais au travail. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas osé mettre j'allais à l'hôpital. Je ne sais pas, mais heureusement non. Mais ceci dit, vu les centaines de témoignages qu'on a reçus, malheureusement, ce serait cohérent, plausible avec les autres témoignages qu'on a reçus. C'est-à-dire qu'on a des gens très sûrs d'eux qui même avaient le décret imprimé sur eux et qui disaient montrez-moi à quel endroit c'est écrit. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu le même cas à Nice avec l'arrêté municipal, avec une personne qui est juriste et qui avait sur elle l'arrêté, qui reprécisait qu'à partir du 15 avril à Nice, c'est autorisé à condition que ce soit pour le motif de travail. On comprend pas très bien pourquoi les autres motifs ne seraient pas légitimes, mais admettons. Elle s'est quand même fait chahuter, pour dire ça comme ça. Ça reflète juste l'état mental dans lequel se trouve encore une grande partie de la France. Alors qu'on peut très bien faire un tour autour de chez soi pour prendre un peu l'air parce qu'on en a marre d'être enfermé chez soi, sans rechercher une performance, mais d'autres vont la chercher et c'est tant mieux. Mais faut vraiment différencier le loisir de l'activité physique de l'activité sportive. L'extrait le plus hilarant du mémoire en défense du ministère de l'Intérieur, parce que tout le reste est très sérieux, on nous explique que théoriquement l'activité physique à vélo est possible, mais en gros la balade tournerait court parce que 1 kilomètre à vélo c'est très peu. D'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on fait du vélo parce que ça va plus vite qu'à pied. Et qu'en gros le seul cas d'usage ce serait d'avoir un vélodrome à ciel découvert qui soit à moins d'1 kilomètre de notre domicile pour tourner dessus pendant une heure. Parce que justement, l'intérêt du vélo, c'était de pouvoir faire une activité physique qui est bonne pour le corps, sans être traumatisant, et en même temps, en garantissant la distanciation physique. Je préfère parler de distanciation physique que sociale, parce que ce qui compte, c'est qu'on soit... c'est pas que nos liens sociaux soient distendus, c'est qu'on ne se transmette pas le virus, et c'est la distance physique et les différents gestes barrières qui vont le permettre. D'ailleurs, nous militons pour que la pratique du vélo et pour que la marche soit classée dans les gestes barrières, et c'est pas saugrenu, hein. On a d'autres pays et l'Organisation mondiale de la santé qui ont émis des recommandations dans cette direction-là. Quand on a réfléchi avec plusieurs acteurs du vélo à faire l'équivalent, donc on a mis nos propres graphistes, nos propres créativités pour sortir dans à peu près la même charte que le gouvernement, quelque chose qui explique que grâce au vélo, on va libérer les places dans les transports en commun pour celles qui en ont vraiment besoin, on va améliorer la qualité de l'air, ça sera bon pour notre cœur et ça va réduire la congestion automobile et donc aussi la qualité de l'air. On nous a répondu, bon, c'est très bien votre truc, mais mettez plutôt une autre charte, ça ressemble trop à un message officiel de l'État. Moi, je cherche à comprendre comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que le vélo joue pleinement son rôle dans le déconfinement, qui va être vraiment, c'est un des défis les plus forts auxquels nous sommes confrontés depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ça ne marchera pas si tout le monde n'accepte pas que le vélo est tout simplement légitime comme mode de déplacement en général, et encore plus dans la période de défis post-confinement. Alors, donc juste effectivement, on a commencé à aborder la partie déconfinement. Donc le problème de fond, effectivement, c'est bien de faire comprendre et d'accepter que le vélo n'est pas uniquement pour faire une activité physique, mais qui est aussi et surtout un moyen de locomotion
au même titre que les autres moyens de locomotion que nous connaissons. Pour résumer un peu la situation, si on comprend bien, il y a eu un discours complètement confus de la part de l'État. Si je regarde également donc des libertés qui sont bafouées, également des lois qui ne sont pas respectées par ceux qui sont censés représenter du coup le gouvernement, et enfin des amendes qui pleuvent alors qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont précipitées au chômage. Donc ça, c'était du coup pendant la partie confinement, et je comprends bien qu'avec ces bases-là, on va avoir du mal à amener tout un pays à une autre culture, comme tu l'as très bien évoqué, Olivier, c'est-à-dire le vélo non plus seulement comme chose de divertissant ou de loisir, voilà, qui est même encore très mal considéré à ce niveau-là, mais de transport comme étant d'utilité publique. Parce que là, effectivement, on est à J-16, il me semble, du déconfinement. C'est une question de santé publique qui est urgente. On n'a encore actuellement aucune réponse sur les budgets qui seront alloués, ni les moyens alloués. Qu'en penses-tu de tout ça, Olivier? Heureusement, les acteurs du monde du vélo et avec une certaine participation, faut l'avouer, des services de l'État planchent depuis plus de 2 semaines sur comment utiliser l'outil vélo dans le déconfinement. D'ailleurs, le CEREMA a organisé un webinaire le 22 avril qui a eu un succès fou, vu que énormément de gens étaient frustrés de ne pas pouvoir rentrer dans le séminaire parce que les 500 places étaient parce que c'était à guichet fermé avant que le webinaire commence à 14h. C'était un webinaire sur les pistes cyclables provisoires. Nous, ça fait plus de 2 semaines, les acteurs du vélo, qu'on planche sur un certain nombre de mesures. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement l'urbanisme tactique, c'est-à-dire le fait de redonner de l'espace aux piétons et aux cyclistes, que ce soit en fermant, dédiant certaines files habituellement dédiées à l'automobile à des cyclables, et également en élargissant les trottoirs, voire dans certains cas en piétonnisant. Je pense par exemple aux abords des écoles ou à des rues avec très faible trafic. Donc il y a cet aspect-là, mais même à tenter que tout le monde s'y mette et joue le jeu, si on ne crée pas tout un système vélo d'urgence avec, il faut avoir un vélo déjà, faut pouvoir, une fois qu'on a pris la piste cyclable, qu'on arrive au bout, faut pouvoir le garer en sécurité, et peut-être faut aussi avoir accès, pour celles et ceux qui le souhaitent, à une espèce de coaching, enfin du conseil sur comment s'habiller, sur quel itinéraire choisir, etc. Parce que le risque, c'est qu'en effet, il y ait quelques pistes cyclables pour la com à des endroits bien visibles, et faut pas oublier qu'on est quand même entre les 2 tours. On n'a jamais été aussi longtemps entre les 2 tours d'une section municipale. Donc malheureusement, il y a cette interférence-là. Mais le 11 mai, c'est vraiment, comme tu l'as dit, dans 16 jours. Et donc, il faut que s'il y a qu'une partie du système et qu'il y a des gens qui vont de bonne foi essayer le 11 mai, mais qui sont déçus parce qu'il manque une brique, ils ne reprendront pas le 12 ou le 13 mai. Et donc, on n'aura pas réussi à mettre le vélo au service du déconfinement. Et quand on voit dès aujourd'hui, notamment en Île-de-France, la saturation des transports en commun, alors les gens ont beau porter des masques, on voit bien on peut craindre, je suis pas du tout épidémiologue ou quoi que ce soit, mais on peut craindre une seconde vague. Et je pense qu'en plus, au bout de 2 mois sans activité physique, on aurait tous envie de pouvoir faire du vélo dans de bonnes conditions. Et c'est aussi un enjeu de santé publique qui est évidemment plus étalé sur le temps, mais là, en plus, ça tombe bien. Le 11 mai, c'est quand même pas le moment de l'année où la météo est la plus défavorable au vélo, donc on aurait tort de ne pas y croire. Donc on a déjà vu, malgré la pluie, etc., comment ça s'est passé en décembre, pendant la grève. Je pense que le recours au vélo, si on s'y met sérieusement, et un certain nombre de prises de parole publiques vont dans ce sens, ça peut marcher. Il y a un peu moins de 30 millions de vélos en France, dont la majorité sont au fond d'une cave ou d'un garage et qui nécessitent juste d'être mis en état. C'est pour ça qu'on propose de mettre en place un chèque réparation plutôt que d'importer des vélos supplémentaires et de rentrer plutôt dans une économie circulaire et de réparer des vélos. Si on a aussi plein de vélos écoles prêts
apporter du conseil et des services aux jeunes et aux moins jeunes qui souhaiteraient se mettre au vélo. On peut imaginer les parents d'élèves qui souhaitent mettre leurs enfants à vélo pour qu'ils prennent moins les transports scolaires quand ils sont dans une configuration qui le permet. Mais tout cela, le système vélo, les acteurs du système vélo sont prêts à le faire, mais s'il n'y a pas de financement et de décision politique, ça restera juste une potentialité et on aura, pas faire de catastrophisme, mais on aura du mal, pour rester poli, à transporter tout le monde. Je dis pas que le vélo va suffire à ce que tout se passe bien, mais pour les gens qui font un trajet de moins de 7 km, si on leur met une infrastructure, un vélo et de quoi garer le vélo, ça devrait quand même aider, quoi. Ça devrait le faire. Athénaïs, tu avais une question et puis après on passe à la question de Priscilla. Olivier, l'enjeu du coup aujourd'hui, c'est que le gouvernement parle d'une seule voix sur le sujet vélo en le poussant pour le promouvoir auprès de l'ensemble des Français. De communiquer sur le fait que le vélo n'est pas dangereux et peut-être de communiquer sur les gestes de sécurité essentiels quand on roule en vélo. Comment est-ce que le gouvernement aujourd'hui est quand même en train à l'air de donner le signal qu'il veut avancer sur ce point-là. Pour toi, quels sont les éléments clés pour que ça s'enclenche rapidement? Alors, quel que soit le résultat du référé, je pense qu'en effet, une prise de parole forte de l'État est indispensable pour qu'on ait des chances que ça marche le 11 mai. Moi, j'y crois, c'est possible, mais à condition que l'État, en effet, ait une prise de parole forte et que ce soit pas un peu chaque ministère dans son coin, le ministère des Sports qui dit une chose, le ministère de la Santé autre chose, les transports qui osent pas y aller et le ministère de l'Intérieur qui dit il y a rien à voir, alors que des circulés, il y a rien à voir, alors qu'il y a des préfets ou des préfets qui ferment des tronçons de cyclables et des forces de l'ordre qui verbalisent. Donc la première chose, c'est la mise en cohérence de tout ça, une prise de parole forte. Et ensuite, il y a une impulsion à donner, en effet, en termes de communication envers le grand public, mais aussi les collectivités, mais aussi les entreprises. Enfin, on voit là des organisations patronales, pour ne pas en citer une qui est la plus connue, donc le MEDEF, qui demande à retarder un certain nombre d'échéances environnementales et qui souhaiterait aussi, c'est en tout cas le bruit qu'un député m'a mis pas plus tard qu'hier, souhaiterait que le forfait mobilité durable, donc qui remplace l'indemnité kilométrique vélo, soit repoussé à plus tard parce que vous comprenez, on est en grande difficulté, etc. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est le moment ou jamais d'inciter les gens à faire du vélo. Donc justement, ce serait le moment que les entreprises versent ce forfait mobilité durable pour que les gens soient incités à prendre le vélo et donc ne pas prendre des transports en commun, ne pas prendre leur voiture et ne pas non plus rester trop longtemps confinés chez eux. Et donc clairement, il faut que chacun des acteurs fasse sa part. J'ai l'impression que les acteurs du monde de vélo, que ce soit les associations locales, que ce soit les ateliers participatifs et solidaires, que ce soit les vélos-écoles, que ce soit les associations de collectivités comme Vélo et Territoire ou le Club des villes cyclables, sont vraiment prêts à faire tout ce qu'il faut. Mais si les collectivités, l'État et les entreprises ne tentent pas, et la SNCF par exemple, ne tentent pas la perche, enfin ne prennent pas la perche pour leur temps, et ça ne pourra pas fonctionner. Par contre, on a vraiment et des idées et des ressources humaines et intellectuelles pour les mettre en œuvre. Ce qui nous manque, c'est de la décision politique, c'est des financements. Mais je pense aussi c'est qu'enfin les gens y croient, ceux qui décident dans ces trois entités-là, l'État, les collectivités et les entreprises, parce que finalement, une fois qu'ils vont y croire et qu'ils vont être convaincus que le vélo peut fonctionner, on trouvera les bons leviers. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, et bien que le gouvernement ait lancé en septembre 2018 un plan vélo qui fera tout ce qu'il y a jamais eu en France, qui est très ambitieux, on a l'impression qu'ensuite l'État n'a pas su assumer son propre plan vélo. Alors,
pour résumer, avant la dernière question de Priscilla, on est dans la situation, si on peut quand même parler de situation idéale, on est dans une situation idéale après le 11 mai avec ce déconfinement et ces 2 mois de confinement pour mettre en place tout ce qu'il faut pour une vraie politique du vélo dans les territoires en France. C'est un peu le résumé. Priscilla, tu as une dernière question, peut-être? Oui, tout à fait. Enfin, moi, c'était d'un côté essayer d'énumérer donc tout ce que nous avait dit Olivier sur les différentes conditions de la réussite de ce déconfinement actif, en fait, parce qu'on est tous bien conscients qu'il n'y a pas que le vélo, mais également la marche qui sera au moins à 50%. En tant que bipède, c'est quand même le premier réflexe qu'on peut avoir. C'est donc du coup des pistes, de la voirie, des aménagements, mais également donc des services. Tu l'as très bien dit, notamment avec la réparation, qui est importante pour les personnes qui doivent accéder en fait au vélo, de pouvoir avoir un vélo tout simplement. L'accompagnement au changement, c'est-à-dire forcément, comme le disait Athénaïs, donc les ateliers où tu apprends à rouler à vélo, où tu as les bons réflexes, où tu connais le code de la rue et le partage de la rue. Et enfin également donc la communication. Donc ça c'est encore Athénaïs qui nous a appuyé là-dessus. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer que l'économie actuellement est très rapidement et des budgets et des réponses et des plans d'action, alors qu'une question de santé publique, on est au-delà du vélo, qui concerne du coup la distanciation et le fait qu'après 2 mois de sédentarisme, en fait, ça va commencer à poser des gros problèmes pour une majorité des Français de ne pas bouger, on n'est toujours aucune réponse. Alors que, comme tu l'as dit très bien, depuis le début, on a énormément d'associations, d'entreprises et tout un tissu actif qui s'est fait fort de réponses et de solutions auprès donc des principaux concernés. Alors, moi, je ne vais pas faire de commentaires particuliers sur les raisons qui amèneraient le gouvernement à répondre aux sollicitations des organisations patronales ou autres. Sur les autres aspects, c'est pas mon rôle. Néanmoins, je constate que on a fait l'effort, notamment avec le réseau Action Climat France, de chiffrer qu'il faudrait pour mettre en place ce système d'urgence vélo, et on pense que l'État pourrait mettre par exemple 500 millions d'euros sur la table. C'est pas de l'argent qui s'évapore, c'est de l'argent qui part dans de la main-d'œuvre, qui part aussi dans le BTP, comme si c'est un plan de relance autoroutier en beaucoup mieux, quoi. Parce qu'au lieu de faire 3 petits chantiers, on en fait 1000 dans toute la France, on touche tous les territoires et ça reste après. Donc je pense juste que il n'y a pas ce réflexe-là. Le réflexe depuis les années 30 du XXe siècle, c'est il y a une crise, faut qu'on relance, on fait comme d'habitude, on va mettre un certain nombre de grands travaux en place et autres, on va essayer de faire en sorte que les employeurs gardent leurs salariés. Globalement, ça c'est une bonne chose. Après, on n'a pas le réflexe de faire des choses pour le vélo parce que c'est nouveau. Et je pense que les crises en général, pas du tout celle-là en particulier, c'est le seul moment où on peut faire table rase de certaines choses. Et donc, je pense que on peut, dans le cadre de cette crise, gagner des années et des années, et pour la première fois mettre beaucoup d'argent et beaucoup de moyens et beaucoup de convictions politiques sur le vélo. Et si tout à coup on se réveille, en disant on est en 2022, c'est dommage, on aurait pu le faire il y a 2 ans, on va perdre 5 ans ou 10 ans. Enfin là, on a vraiment la possibilité de faire vraiment un saut quantique. Alors tu me demandes, Priscilla, comment est-ce qu'on a chiffré cette somme de 500 millions d'euros? On a fait un certain nombre de calculs, on a regardé combien de vélos à réparer, on a dit que la réparation moyenne elle fait 73 €, puis on a multiplié, hop, il y a tant pour la réparation de vélo, il y a tant de stationnements à mettre en place, un stationnement sécurisé ça coûte 1200 € par place, etc., etc. C'est un chiffrage sérieux qu'on a fait pour arriver à ces 500 millions d'euros. Et c'est vrai que si on les compare en kilomètres d'autoroute ou en journée de chômage partiel ou en aide à des secteurs amenés, si on suit l'accord de Paris, à disparaître un jour, c'est pas tant que ça, même si évidemment, globalement, ça fait moins de 10 € par Français et j'allais dire les parents, non, et si je puis dire ça, c'est une horrible expression, un one shot. Un one shot. Athénaïs, une dernière remarque. Oui, pour conclure. Une dernière remarque. Olivier, tu parlais d'un signal politique fort pour montrer que le gouvernement soutient le vélo et promeut le vélo dans cette période post-confinement.
et où justement la distanciation est nécessaire et en même temps la remise en mouvement de tous les Français. Priscilla, Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez d'inviter Elisabeth Borne au micro de Radio Cyclo pour venir montrer l'importance qu'elle donne au vélo dans cette période-là? Alors, si elle a une bonne connexion Internet, moi, je suis partant. Hein. Tout ça pour préciser qu'on est évidemment heureux d'accueillir des tas d'invités compétents. On est aussi tributaire de cet Internet et de cette bande passante, mais l'essentiel, le contenu est là. Moi, j'avais une petite question, peut-être que les filles n'ont pas posée, mais dans le cadre des moyens, il y a beaucoup de gens qui militent. Il y a beaucoup de gens qui militent pour la prime. Donc, il y a une prime de 500 € qui est mise en place dans le cadre de l'achat d'un vélo assistance électrique. Est-ce que ça serait bien que cette prime soit attribuée aussi à n'importe quel achat de n'importe quel vélo? On en entend parler. Y compris, je vais répondre de manière très rapide. Il n'y a aucune raison de ne financer que les vélos assistance électrique et il n'y a aucune raison de ne financer que l'achat de vélos neufs. Après, on peut discuter sur les montants des prix, mais je pense que typiquement, des vélos cargo qui permettent de transporter notamment des enfants ou plus d'affaires personnelles et les vélos clients, etc. C'est choquant qu'on ne les subventionne pas alors qu'on met des milliers d'euros sur les voitures électriques. Donc là c'est vrai. Par contre, je pense que pour un certain nombre de publics, même une aide à l'achat, si vous voulez, même si vous remboursez 50% ou 25% d'un vélo électrique, il y a ce qu'on appelle un reste à charge qui va faire 75 ou 50% du prix et ça va rester pour certaines bourses trop important. Et donc, je pense que des systèmes de location ou de location-achat permettraient de mettre à la portée de toutes et de tous ces vélos-là. D'ailleurs, on va essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut adapter le site de prêt des vélos pour l'hosto pour que les particuliers puissent prêter leur vélo, évidemment aux soignantes et aux soignants, mais également à toute personne qui, à cause du confinement ou du déconfinement, ait envie d'avoir recours à un vélo. Certes, il faut des aides et globalement, déjà que le mois de mai c'est bien d'un point de vue météo, les vélos sont arrivés chez les vélocistes au mois de mars comme chaque année les nouvelles collections, donc il n'y aura pas une pénurie à prévoir au bout de quelques jours. Il y en aura peut-être une fin mai, mais normalement le 11 mai ça ne devrait pas être le cas. Mais j'incite notamment les Françaises et les Français à solliciter leur réparateur de vélo entre maintenant et le 11 mai parce que les vélos font partie des commerces de première nécessité. Ils sont sur la liste du fameux décret qui disait quels sont les endroits qui ont le droit d'être ouverts malgré le confinement. Dans de nombreuses villes, ne voyant pas de clients venir, finalement, les vélocistes, bien qu'ils aient l'autorisation d'être ouverts, ont fermé. Donc, je pense qu'il y a aussi une prise de parole à prendre par l'industrie et les acteurs économiques du vélo pour dire on est ravis de vous vendre des vélos, mais on est aussi ravis de remettre en état ce que vous avez. Et donc, pour éviter l'engorgement, venez dès maintenant pour votre vélo, il soit prêt au plus tard le 11 mai. Écoutez, merci Mela, merci Olivier. Juste, on a parlé de vélo pour l'hosto. Il y a des tas d'associations, il y a des tas de collectifs qui se sont mis en place, des actions solidaires. Je fais un petit focus et Priscilla connaît bien puisqu'elle a lancé ça sur Lyon après avoir vu les gens d'Annecy et puis maintenant c'est sur Montpellier, c'est sur Marseille, c'est sur le Vaucluse, c'est dans des tas d'autres villes. Nancy, ça s'appelle les coursiers solidaires. C'est un des collectifs qui s'est mis en place. Il y en a beaucoup d'autres. Merci en tout cas Olivier d'avoir consacré. On s'excuse un petit peu auprès des téléspectateurs, auditeurs, parce que par moment la liaison filait puis revenait. Mais l'important, je le redis, c'était le contenu. Merci Priscilla. Je vous en prie, merci à vous. Et puis, je rebondis sur la remarque d'Athénaïs. Moi, je dis la parole aux concernés. Madame Elisabeth Borne, on vous attend, vous êtes invitée.
Écoutez, elle a nos coordonnées, contact@radiocyclo.fr. On est tout à fait disposé à lui donner évidemment la parole sans polémique. Chacun exprime son point de vue. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec Olivier Schneider, le président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Merci à tous, à très bientôt et bon week-end. Merci Olivier, Géraud, Priscilla. Bon week-end. Merci, bon week-end.